France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum jusqu'à 18h, le débrief de l'émission d'hier avec l'invité exceptionnel et en exclusivité sur France Maghreb 2, Tariq Ramadan. Revenir sur les moments forts de cette émission. Vos avis nous intéressent bien sûr en nous appelant au 01 40 33 9000. Le zapping, les infos zappées avec une agression d'une femme voilée d'une rare violence. Ça s'est passé dans la Loire. On y reviendra tout à l'heure. Et le cannabis au sujet de la semaine, pour ou contre la dépénalisation, la légalisation. On s'intéressera avec la présence, et je la remercie par avance, de Maître Maghrebi pour la partie répressif, parce que apparemment on est champion dans ce domaine. On en parlera tout à l'heure. C'est parti pour le LGF avec aujourd'hui Yasser Louati, Céline Bory et Hossein Ras et donc Maître Maghrebi. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h. C'est le grand forum. On est là, ravi de vous retrouver en ce jeudi. J'ai envie de dire, on reprend dans des conditions quelque peu normales puisque hier nous étions en édition spéciale à l'occasion de la venue dans nos studios de Tariq Ramadan. Une venue qui a suscité pas mal de réactions auprès des auditrices et auditeurs, et pour ne rien vous cacher, parce que vous savez que la transparence fait partie aussi de l'émission et de mon ADN, ça a créé aussi pas mal de polémiques à l'intérieur, au sein même de l'équipe du LGF. Ceci étant, le débat, c'est ce qui fait avancer les choses. Pour en parler avec nous, monsieur... Ma galanterie, pardon. Maître Maghrebi, bonjour. Ah, les avocats en premier. Évidemment. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Très bien. Bon, Céline Bory est avec nous aussi. Salut Céline. Salut Christophe, bonjour à tous. Et donc monsieur Hossein Ras qui est avec nous. Salut Hossein. Ouais, bah j'hésite à dire bonjour. Là, je suis vexé. Mais dis-toi bien, on garde le meilleur pour la fin. Ah oui, voilà, bien évidemment, voilà. Ravi de vous revoir tous. Et Yasser Louati qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Alors, pour faire ce débrief de l'émission d'hier, quelques-uns d'entre vous n'ont pas écouté l'émission. Bravo. Hein, je vais pas nommer les noms. Céline, tu peux le dire. Céline aussi. Je travaillais, excuse-moi, effectivement, je n'ai pas pu l'écouter. Bon, séance de rattrapage. Dans un instant, on vous signale et vous rappelle que l'émission sera rediffusée dans son intégralité demain entre 18h et 20h, et qu'une vidéo YouTube, Facebook, enfin guettez bien les réseaux de la radio et du grand forum, puisque ça va sortir ce soir, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Faiza Ben Mohamed était avec moi pour cette interview. Bonjour Faiza. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Faiza. Alors, ta première impression 24 heures après? Écoute, moi je pense qu'on a fait en toute modestie une très bonne interview. Je pense que tout s'est bien passé. Et je pense qu'on a eu les réponses qu'on attendait. Après, c'est vrai que ça a suscité évidemment un certain nombre de réactions, des bonnes comme des plus hostiles, notamment sur les réseaux sociaux. Alors je crois que ce qu'il faut rappeler aux personnes des réseaux sociaux qui viennent nous invectiver à coup de « vous auriez dû lui demander ci, vous auriez dû lui demander ça », écoutez, vous êtes des cas de journalistes si vous voulez poser des questions à des personnalités sur des plateaux radio ou même intervenir quand ils vont ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi un petit problème dans cette communauté, c'est-à-dire que les gens, quand le Tariq Ramadan va chez Jean-Jacques Bourdin se défendre, ou en tout cas présenter son livre et expliquer un petit peu son ressenti, son vécu sur ces 2 dernières années, il y a personne qui va contacter Jean-Jacques Bourdin pour dire pourquoi tu l'as pas demandé ça, pourquoi tu l'as pas demandé ci et ça, et moi j'aurais été à ta place, j'aurais fait comme ci, comme ça. Je sais, si vous aviez été à notre place, vous auriez tous fait mieux. Mais bon, vous n'y étiez pas, donc tant pis, on était là, on a fait comme on a pu. Et sincèrement, moi, de mon côté, je pense que on a fait une interview que vous, auditeurs, en tout cas, vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Il s'est confié sur des sentiments très personnels. On a eu suffisamment de temps. Il s'est livré pendant presque 2 heures. En nous expliquant vraiment son ressenti, son vécu, pourquoi il avait fait ce livre, pourquoi il avait tant attendu, pourquoi il sortait de son silence. C'est des informations qui, en tout cas, à mon sens, étaient très intéressantes. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Si certains s'attendaient à ce qu'on se place en procureur ou en juge, excusez-moi, je suis que chroniqueuse, journaliste. Je ne suis pas magistrate. J'ai fait du droit, mais pas suffisamment longtemps. Désolée. Bon, je pense que tout est dit, Faiza. Effectivement, je vais compléter, moi, effectivement, qu'à plusieurs reprises durant l'émission, j'ai rappelé que nous n'étions pas des juges ni des procureurs, et que nous étions là pour offrir justement une interview qui se voulait différente de ce que l'on a pu entendre ailleurs, en l'occurrence Bourdin vendredi dernier. Si c'était pour faire du Bourdin, ça ne m'intéressait absolument pas. Et il était intéressant de constater quand même, on a pu le voir physiquement, c'est un homme qui est à terre, d'accord? C'est un homme qui a subi beaucoup de choses, ce qui n'enlève rien
à ces accusations qui lui sont portées. La justice devra faire son travail. Ce n'est pas à nous de nous comporter en juge et en procureur, et à ceux, je l'ai rappelé, pourtant, qui attendaient de nous à ce qu'on lui rentre dedans gratuitement et de manière, sans preuve. Ils sont mal tombés parce que c'est vraiment pas c'était vraiment pas l'objectif de l'émission. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier publiquement, Faiza, pour ton professionnalisme, ta neutralité, et parce que voilà, tu es aussi journaliste comme tu l'as rappelé, mais c'était aussi militante, et tu arrives à faire justement merci beaucoup. cette différence. En fait, je crois qu'il faut quand même faire une petite précision, si tu permets. C'est que les auditeurs de France Maghreb ne sont pas forcément les auditeurs d'RMC ou de BFM TV. Et que par conséquent, il faut pouvoir comprendre que l'interview qu'on a faite hier, quand on a préparé les questions, on fait des questions qui intéressent notre communauté. On fait des questions qui vont intéresser la communauté franco-maghrébine, qui vont a fortiori la communauté musulmane, des questions qui sont très orientées sur forcément les activités militantes, le futur de Tariq Ramadan, voilà, parce qu'il a fait partie du paysage pendant 3 décennies. Qu'on fasse pas du bourdin, c'est normal. J'ai envie de dire, alhamdoulilah. Merci en tout cas, Faiza, et évidemment, continue, on continue le oui. combat. Il est dur, mais on continue. Ouais. À très bientôt, Faiza. À bientôt. Voilà. Bon. Ça, c'était pour la petite mise au point, parce qu'elle était importante, parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes que je connais, d'autres que je connais moins. Il y en a qui ont retrouvé mon numéro de téléphone, d'ailleurs, c'est bizarre. Voilà. En fait, moi, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que chacun est libre, et vous allez pouvoir le faire en toute liberté dans cette émission 01 40 33 9000 en nous appelant. Chacun est libre de critiquer ce qu'a dit ou pas dit Tariq Ramadan. Ça, il n'y a aucun problème, la liberté, voilà, c'est très important, et ça nous tient particulièrement à cœur. Par contre, on vient de me donner des leçons de morale de ce pourquoi j'ai reçu Tariq Ramadan. Franchement, vous pouvez vous les garder, les leçons, j'en ai pas besoin. J'ai des leçons à recevoir de personnes, et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un peu dans l'excès, que si on avait reçu Finkielkraut ou Zemmour, ça aurait créé moins de bordel. Là, on reçoit Tariq Ramadan. Voilà. Ceci étant, 01 40 33 9000 pour nous appeler si vous le souhaitez, pour débriefer cette émission. On va réécouter quelques extraits de son passage chez nous sur France Maghreb 2, et c'est d'ailleurs la dernière interview qu'il accordera sur un point de vue médiatique. Il va continuer de communiquer sur les réseaux sociaux, a-t-il dit, mais en ce qui concerne les médias, c'était sa dernière, c'était chez nous. Donc voilà. Alors, Monsieur Louati, bonjour. Il s'installe, Monsieur Louati. Bonjour, Monsieur Louati. Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. T'as pas reçu trop de pression, toi non plus? De qui? Je sais pas, moi, des amis qui t'ont dit Yasser, on compte sur toi pour relever le niveau de l'émission. Mais j'ai rien à relever, il est assez haut comme ça, le niveau. Je te remercie. Alors, on va commencer avec un petit retour en arrière, bien sûr, sur ce qui s'est passé hier. Alors, plusieurs questions lui ont été posées, notamment sur la représentativité des musulmans. Tiens, Yasser, je t'agresse direct. Voici la réponse de Tariq Ramadan. Écoutez, oui. Ma position, elle n'a pas changé de la position que j'avais auparavant. Moi, je disais 3 choses. Je disais, je ne suis pas le représentant des musulmans de France. D'abord, je le disais parce que je suis même pas français, donc je ne suis pas le représentant. Moi, je défends une position de principe, qui était une position de principe d'autonomie, ce que j'appelle aussi, et je rappelle dans le livre, la quadruple indépendance, l'indépendance religieuse, l'indépendance financière, l'indépendance politique et l'indépendance citoyenne. C'est-à-dire, je mettais ceci en évidence. Et je continue à avoir ceci. Moi, si vous voulez, je suis porteur et je traduis un message qui est un message de compréhension de l'islam de l'intérieur et de disposition citoyenne comme français de confession musulmane et musulman de nationalité française ou européenne. Donc cette position-là, elle reste celle que j'ai toujours défendue. Voilà, ça c'est pour la représentativité donc des musulmans en France. Première réaction, peut-être Céline, toi t'avais pas entendu? Première réaction par rapport à ce que dit Tariq Ramadan. Oui. Même si effectivement il rappelait qu'il était suisse et qu'il n'avait pas la nationalité française et qu'il ne représentait pas forcément tous les musulmans de France, il avait quand même une place dans les médias qui était importante pour une partie de la communauté. Mmh. Donc je ne crois pas, sauf erreur de ma part, qu'il ait dit un jour je suis le représentant des musulmans en France. Non, mais de fait, il avait quand même une position particulière. Oui. Après, c'est compliqué pour moi sur un extrait, si tu veux, comme je te l'ai dit. Oui, bien sûr. J'ai pas écouté l'interview d'hier, donc. Alors, Pesma qui a écrit Maître Maghribi qui a écouté l'émission entière.
Moi, en ce qui concerne ce point-là, pour moi, Monsieur Ramadan a toujours expliqué qu'il était un universitaire qui venait un petit peu dispenser son savoir. Comme tu l'as dit, il ne s'est jamais positionné comme étant le représentant des musulmans. C'est une erreur de ma part, évidemment. Voilà. Et donc oui, je pense qu'il a bien fait de rappeler qu'il n'était pas du tout français, que il n'était qu'un homme. Et on en a déjà discuté plusieurs fois. D'ailleurs, à chaque fois qu'il faisait des interventions, il rappelait qu'il ne voulait pas être applaudi, qu'il était uniquement un homme et seulement un homme. Maintenant, en effet, le message qu'il portait était un message pour la communauté musulmane qui était extrêmement fort. Donc beaucoup de personnes ont pu s'identifier dans ce qu'il disait. Mais de là à dire que lui s'est érigé en tant que représentant des musulmans, non, pas du tout. Ossine ? Ouais, moi je pense que c'est plus les autres qui ont fait de lui ou qui l'ont défini comme tel. Je me rappelle d'un entretien avec Karine Fourest que j'ai eu il y a quelques années. On a eu un clash ensemble dans un café. Ah oui, toi aussi ? Ouais, et on parlait de ça. On parlait de Tariq Ramadan, etc. Et elle m'expliquait que voilà, c'est le représentant. Je lui demandais pourquoi elle s'en prenait tant à lui, sans prendre sa défense, parce que bien sûr je n'ai pas ni d'animosité ni de trucs spéciaux pour lui positifs. Je reste neutre. Et elle m'expliquait que voilà, en tant que représentant des musulmans, il est un peu dangereux, etc. Et je lui ai rappelé que ce n'est pas le représentant des musulmans, pour sa défense, bien sûr, et en même temps que voilà, pour nous, en tant que musulmans, bon, c'est un bon orateur qui écrit des beaux textes et qui parle super bien depuis notre jeunesse. D'ailleurs, même au collège, à l'époque du collège, beaucoup suivaient déjà Tariq Ramadan dans ses dires et dans les conférences, les cassettes, je me rappelle. Ouais, exactement. À l'époque, ça tournait beaucoup. Ouais. Et c'était à ce stade-là qu'on s'était arrêté. La notoriété qu'il a eue, c'est les médias qui aujourd'hui le critiquent, qui lui ont donné. Moi, pour ma part, c'est ce que je ressens. Au début, sa notoriété a s'arrêté au petit groupe de jeunes musulmans ou de musulmans pratiquants qui suivaient par cassette ou via quelques vidéos. Donc, je pense pas qu'il s'est présenté en tant que tel. Il a profité de cette posture, ce qui est sûr, mais ce que tout le monde aurait fait, donc invité sur les plateaux télé, etc. Souvent, pour sa défense, encore une fois, c'était rarement pour... il savait qu'il allait être attaqué sur ses plateaux, etc. Pourtant, il y allait quand même. Ensuite, voilà, moi je pense qu'il faut faire. Il était d'ailleurs plutôt bon en débatteur. C'est un bon orateur, bien sûr, c'est un très bon orateur, même ses opposants le confirment, puisque Karine Fourest, elle a même reconnu devant moi. Donc je pense bien ça. Après, je pense qu'il faut faire la part des choses entre l'affaire Tariq Ramadan et voilà, moi je pense pas qu'à une barre de justice, ce sont des choses qui Maître Maghrebi est avec nous aujourd'hui. C'est pas des arguments de défense d'être être gentil, c'est pas un métier, être cool ou être un bon orateur, ça fait pas de toi quelqu'un qui n'a rien fait. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre la personne, représentante ou non des musulmans, en tout cas qui fait partie de cette communauté-là et qui écrit et qui dit des choses par rapport à notre religion, par rapport à la religion qui nous concerne. Et puis l'affaire qui le concerne. Et cette part des choses, c'est important même pour nous, communauté musulmane, de le faire. Absolument, on l'a peut-être d'ailleurs, je lui ai posé la question, on écoutera l'extrait tout à l'heure, peut-être qu'on l'a idolalisé, j'arrive pas à le dire. Bref, vous m'avez compris. Idéalisé. Voilà, idéalisé. Monsieur Yasser Louati, j'ai hâte de t'entendre. Que dire ? Je sais pas. Non, alors, pour commencer, il va falloir passer les choses dans leur contexte, c'est que certes, il n'a pas dit qu'il était le représentant des musulmans, je ne connais aucun qui dit ça. Chacun s'impose par défaut, ou bien se comporte comme s'il l'était. Concernant Tariq Ramadan, bien sûr, personne ne va lui enlever son talent d'orateur, ses écrits qui étaient plutôt intéressants, sa carrière universitaire. Maintenant, il s'en serait tenu à Nietzsche et à son métier premier qui était philosophe ou prof de philo. Personne lui en aurait tenu rigueur. Or, il a bien vu que les gens l'adulaient et en faisaient un porte-parole, se reconnaissaient en lui et voyaient en lui un représentant, puisque par défaut, il n'y avait pas grand monde. Cette posture-là, il ne l'a jamais refusée. Il aurait pu, par contre, étant donné s'il était vraiment sincère en disant « je ne suis pas le représentant des musulmans », d'accorder la parole à d'autres personnes qui avaient plus de compétences que lui sur des sujets sur lesquels il s'est aussi aventuré. Donc il passe de Nietzsche à la théologie islamique, à l'islamophobie, au quartier populaire, à la géopolitique. En gros, il fait comme ce que font d'autres dans le monde anglo-saxon. Ils deviennent la seule et unique boutique qui traite des questions qui touchent de près ou de loin à celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Ça, il l'a accepté, il n'a jamais remis ça en question. Maintenant, comme tout pouvoir corrompt, ceux qui l'ont entouré ne l'ont pas aidé en faisant une idole qu'on adule et qui était au-dessus de toute critique. Ce qui crispe la question Ramadan, c'est qu'on n'en tire aucune leçon. Comment se fait-il? Et encore une fois, de toute façon, là, si c'est pour que demain on me dise tu viens plus à France Maghreb 2,
bah écoute, ça sera tant pis. Mais pourquoi tu dis ça? Non, mais bon, est-ce que je t'ai déjà censuré? Non, jamais. Non, mais bon, c'est une expression. Non, mais parce que c'est une expression. Ce genre d'attaque venue de très bas, Yasser, quand même, ça te ressemble pas? Mais c'est pas une attaque. Non, bah si, je le prends comme tel. Non, pas du tout. Ah bon? Non. En fait, il prépare ce qu'il va dire. Ouais, c'est ça, il est en train de me préparer là. Ah, Yasser. Donc, maintenant. T'es le plus ancien chroniqueur, voilà. Yasser. Il faut. Voilà. Donc, maintenant, je veux dire une chose, et j'espère qu'elle sera entendue et qu'il n'y aura pas de jugement hâtif qui sera fait. Tariq Ramadan est un bourgeois suisse qui parle au nom de musulmans d'origine nord-africaine qui font partie des classes populaires. Il a été pendant 20 ans au-dessus de tout le monde, d'accord? Ça posait deux questions. Est-ce que celles et ceux qu'on appelle les musulmans, pendant 20 ou 25 ans, ont été incapables de produire des personnes de ce niveau? J'en doute extrêmement. Alors là, parce que j'en connais personnellement qui ont dû s'exiler parce que la place a été prise sur tous les sujets par cette personne. Deuxièmement, comment se fait-il que lui-même ne s'est pas entouré pour diversifier la parole à ces sujets? Ça l'aurait aidé. Et pourquoi est-ce que là, il parle d'autonomie? Or, celles et ceux qu'on appelle les musulmans, ici même en France, étaient dépendantes puisque lui, il s'est imposé comme l'alpha et l'oméga de la prise de parole publique sur ce qui touche de près ou de loin aux questions d'islam et des musulmans. Il aurait pu donner la parole à d'autres personnes, des personnes que je connais de son premier cercle intime, des personnes qui étaient parfaitement compétentes aussi bien au niveau universitaire que sur les questions de théologie et d'islamophobie. Maintenant, on ne peut pas faire des coudes pour être le seul et dire « Ah non mais moi vous savez je ne représente pas les musulmans ». Par défaut, cette posture, il ne l'a pas refusée. Et si même il avait refusé, il aurait donné la parole à d'autres. Non, mais que les égos dans les personnalités publiques existent, ça c'est un fait. Oui, je ne vois pas la nature humaine. Je vais donner un exemple. L'affaire du Burkini. Et encore une fois, pour moi, ça a été une leçon. Toute la presse, particulièrement anglo-saxonne, m'avait contacté. J'étais en vacances. Ma femme m'avait viré de la maison en me disant, tu prends des vacances, tu décroches. Elle a bien fait. Bon, elle a bien fait, mais elle s'est quand même gourée. On réussit à m'appeler. J'ai donné 3 entretiens qui permettaient de donner une analyse politique et juridique de la question du Burkini, comment elle a explosé et ses tenants et ses aboutissants. On a continué à m'appeler. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai renvoyés vers des femmes. C'est une question de femmes. Je me suis exprimé sur la question politique. Ma fonction était achevée. Maintenant, il fallait que les filles parlent, qu'elles portent le foulard ou qu'elles le portent pas. Ça a porté ses fruits, puisque des filles qui n'avaient pas vos chapitres ont eu une visibilité médiatique. J'en ai appelé en France, j'en ai appelé à l'étranger. Je leur ai dit, écoutez, les filles, je peux pas monopoliser la parole. Monsieur Ramadan, pour les bonnes ou des mauvaises raisons, a refusé que d'autres personnes émergent. Et je sais que parmi les personnes qui l'ont côtoyé, elles avaient le potentiel de devenir, elles aussi, des personnes qui parlent, non pas au nom de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, mais au moins pour apporter de la pluralité. Me concernant, pour terminer, l'engagement politique et l'engagement public requièrent de la pluralité. Or, il a fait de lui-même la seule et unique cible. C'est pour ça que ça a été facile pour lui d'être attaqué, de collectionner les ennemis, sans pour autant avoir des personnes qui lui disent « là tu exagères, là tu abuses, là tu transgresses, là tu déçois ». Alors moi j'aurais une question, excuse-moi. Oui, Besma. Juste une petite question. Ça fait 2 ans qu'il est muré dans le silence vu qu'il est en détention. Il a été en détention provisoire. Elles sont où ces personnes aujourd'hui? Excellente question. On va continuer à enfoncer le clou. Non, pas trop non plus. Si, on va enfoncer. Mais non. Les marteaux, les range là, c'est bon. J'en ai assez pris aujourd'hui. Maître Maghrébien. Parce que là, ça fait 2 ans que la place est libre. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est pas la guerre civile entre les différents prétendants? Est-ce qu'il n'y a pas des initiatives qui ont été lancées le jour où la peine de Tariq Ramadan a été confirmée? Si, il y a eu des initiatives lancées pour soi-disant représenter les musulmans. Elles ont été lancées dès que la peine de Ramadan était confirmée. Je les ai regardées, hein, parce que je les connais en personne. Ils ne me la feront pas. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est lui le responsable? Quand on s'impose et on crée un vide après soi, bien sûr, toute personne qui prend un engagement public doit s'assurer qu'il y ait une relève. Parce que la question est beaucoup trop cruciale pour la réserver à soi-même. C'est ce que je m'oblige en tant que militant. Je n'hésite pas à former, donner la parole. Et pourquoi? Parce que si on s'en prend à Yasser, il faut qu'il y en ait d'autres. Non pas que je parle au nom des musulmans. Moi j'ai une autre question. Maintenant, je termine mon propos. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, elles ont d'abord gardé le silence. Oui. D'accord. Ensuite, on a eu le président de Baraka City qui a pris la parole et qui a publié un post Facebook. Le post Facebook est devenu viral et là, tout à coup, tout le monde se met à défendre Tariq Ramadan. Pourquoi? Parce que la défense de Tariq Ramadan devenait rentable à cause d'un post Facebook qui est devenu viral. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'appel d'air qui a été créé va être comblé? Non, puisque les leçons n'ont pas été tirées.
Bon, je vais faire la confidence. Vous croyez qu'on m'a pas appelé pour me dire c'est le moment d'y aller? Alors que moi, je ne parle jamais de religion. Je leur ai dit, mais foutez-moi la paix. Je ne parlerai pas de religion. Il y a des personnalités qui en sont spécialistes. Oui. C'est à elles de le faire. Exact. Parce qu'il y a eu un appel d'air et tout le monde s'est dit, je vais placer mon poulain ou je vais me placer dans l'affaire post-Ramadan. Maintenant, au crédit, et là, c'est pour Tariq Ramadan, c'est que personne n'avait son niveau pour le remplacer. Et c'est pour ça que les 20 à 25 ans passés où lui était assis sur le trône et qui s'assurait que personne n'émerge, je vais pas les nommer, et s'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître, ça a fait un appel d'air. Le jour où il est tombé, il n'y a plus personne après lui. Or, quand on est responsable d'une cause et qui engage d'autres personnes, on ne se rend pas indispensable, on se rend remplaçable. Oui, alors peut-être effectivement qu'il y a eu des erreurs de commises de sa part. Voilà, tout homme commet des erreurs. Non, mais là, on parle ouais, mais on parle pas de mort non plus. Je veux dire, c'est effectivement. Ouais, on parle quand même de personnes. Oui, mais des personnalités politiques. Oui, de viol. Non, mais supposé. On parle. Non, mais supposé, d'accord. Mais la question est assez grave. Je l'ai dit dans mon post Facebook de tout à l'heure, il a le droit à sa présomption d'innocence et j'ai même encore insisté. Il a le droit de prendre la parole et de monopoliser les médias parce que comme tu as dit, comme vous avez dit Maître Maghrebi, sa parole a été confisquée. Ça fait 2 ans qu'on parle à sa place, ça fait 2 ans qu'il est attaqué. Maintenant, il a le droit le plus absolu de saisir tous les médias dans lesquels il a été attaqué pour se défendre. Ça ne veut pas dire que ça en fait un innocent ou ça l'exonère. Ah bah non, là, il faut sera la justice de parler pour ça. Il faut... Voilà. Oui, non, mais on est d'accord ou pas? Dans mon post de tout à l'heure, j'ai dit ce que je pensais de la justice française. Maintenant, concernant Tariq Ramadan, qu'on ne blâme personne qui donne la parole à Tariq Ramadan pour qu'il se défende. C'est son droit le plus absolu. Il a été muré dans le silence pendant 2 ans. La justice a été une farce pendant le processus. Néanmoins, la question du viol est assez grave pour ne pas qu'on dise oui, mais chacun doit faire des erreurs. Ah non, attention, quand on parle d'erreur, je parle pas de ce qui lui est reproché. Et là, on est tous d'accord sur cette table, je pense, j'imagine, que pour ce qui est de ces accusations en particulier, c'est à la justice de rendre le verdict, en quelque sorte. Mais on s'aperçoit que dans cette affaire, il l'a dit lui-même, et à plusieurs reprises, il y a quand même des choses, des sacrées farces quand même dans cette affaire. Il y a des accusatrices qui ne se connaissaient pas, puis on se retrouve avec 673 coups de téléphone entre la première et la deuxième, des personnes qui sont mêlées de loin ou de très près au dossier, c'est-à-dire qui ont influencé aussi les accusatrices, qui n'ont jamais été entendues par la justice, je peux les nommer parce qu'il les a cités, Caroline Forest et Soral et d'autres, voilà. Il y a quand même des questions qui se posent, Jasser. Non mais Christophe. Et tu sais ce que je pense de cette affaire-là. Christophe, je prends tous les risques pour être encore cloué au pilori, voire crucifié en place publique. Mais moi, cette affaire-là, elle est révélatrice de bien des dysfonctionnements. Pour commencer, que des personnes se soient saisies de l'affaire à des fins idéologiques, pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est pas une théorie du complot. Que Forest et consorts ou Sarkozy s'en soient saisis, c'est un fait. Ça ne diminue en rien à la gravité des accusations. Ouais. Maintenant, concernant ce qui a été fait ou dit, Tariq Ramadan porte une lourde responsabilité dans sa relation avec les musulmans qu'il a infantilisés et qu'il a privé de pluralité dans la prise de parole. Maintenant, l'autre point, et je sais que, encore une fois, ça va déplaire, moi, quand M. Ramadan prend pour avocat Marc Brennan, un avocat suisse, qui dit que l'islamophobie n'est pas un droit, mais un devoir, moi, ça me pose problème. Lorsque le premier élément de langage qui a été dispensé par le Muslim Post sur la défense de Ramadan, c'était « il n'a rien commis d'illégal », là, on se fiche du monde. Bien sûr, l'adultère n'est pas illégal, mais quand on s'aventure à défendre la morale et la vertu, on se doit un devoir d'exemplarité. Ça ne veut pas dire qu'on est intouchable et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme si moi, demain, je me disais anticapitaliste et que j'étais un patron de banque qui m'enrichit sur la dette du tiers-monde. Il y a un moment, faut arrêter. Bon, non mais la question de la moralité, elle lui a été posée. Hein. Voilà. Alors 01 40 33 9000, il y a eu quand même des moments durant ces 2 heures quand même assez intéressants et aussi des moments d'émotion parce que je lui pose la question, moi, dans quel état d'esprit a-t-il écrit ce livre? Est-ce que c'est pour répondre à ses détracteurs? Est-ce que c'est une forme de thérapie? Je voulais un petit peu savoir. Voici sa réponse. Écoutez, j'aime bien votre question parce que finalement c'est les deux. Et c'est même une troisième chose. C'est une thérapie, oui, parce que vous savez, j'ai commencé à écrire ce livre en prison. Je l'ai écrit dans ma tête, je l'ai écrit dans mes expériences, je l'ai écrit parfois dans la souffrance, dans la solitude, et puis parfois dans l'énergie. Vous savez, en prison, vous avez des moments où vous êtes vraiment dans une solitude et une souffrance où vous posez la question de savoir si vous allez y arriver. J'ai eu des vrais doutes quant à moi, si j'allais y arriver. Et vous y êtes arrivé. Ouais, vous êtes là.
Voilà, moment un petit peu d'émotion. C'est vrai qu'il a un peu craqué. Bon, c'est effectivement ce qu'il a subi en matière de voilà, il a fait une détention. On rappelle quand même, Maître Maghrebi, vous êtes avocate. Quand on se rend soi-même, je veux dire, à l'appel d'une convocation, ça quand même, ça pèse dans la balance. Et il nous a expliqué hier à l'antenne que quand il est arrivé, il a tout de suite compris que tout était à charge contre lui. Et il a même d'ailleurs dit, je ne voulais pas que voilà, cette affaire se retrouve dans les médias sans qu'il y ait des informations. Et le commissaire était en train de se réjouir qu'on parlait que de ça. Donc voilà, il y a aussi cette affaire. Ramadan révèle aussi que il s'agit d'une personnalité très controversée et qui, pour quelques-uns, je ne sais pas, hein, peut-être dérangée. Alors, moi, je vais pas du tout me positionner en ce qui concerne la personne, mais je vais vraiment m'arrêter au volet juridique. En ce qui concerne le volet juridique, la façon dont il a été traité est juste inacceptable et même inadmissible dans un pays qui se dit être un pays de droit. Tout simplement parce que déjà, normalement, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, c'est une information qui doit rester secrète. On le sait aujourd'hui que c'est une farce, hein, parce que je pense que les médias étaient au courant de son placement en garde à vue avant même qu'il ne le soit. Oui. Et ensuite, lorsqu'on décide de placer une personne en détention provisoire, c'est qu'on considère que c'est le seul moyen possible à mettre en place pour réussir à faire en sorte que cette personne soit à la disposition de la justice. Bon. Lorsqu'une personne vient d'un pays étranger, par ses propres moyens, toute seule, se rendre à une convocation, généralement, et très très souvent, et pour tous les dossiers que j'ai eus, j'en ai eu vraiment l'exemple, lorsque la personne se rend seule au commissariat ou à la convocation, ça pèse. Eh bien, ça pèse, ça laisse présumer qu'elle a décidé de coopérer et d'être responsable des actes pour lesquels on souhaite l'entendre. Ouais. Et là, ça n'a pas du tout été le cas pour lui parce que il se rend par ses propres moyens. Il répond à la convocation de la justice qui lui a été envoyée et il est placé en détention provisoire. Donc bon, je vous place en détention provisoire le temps de la pub et on est de retour très vite. À tout de suite sur France Maghreb 2. On continue le débrief de cette émission avec encore quelques extraits à vous faire écouter. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec autour de cette table du beau monde aujourd'hui. Maître Maghrebi d'abord, hein, voilà. Besma Maghrebi, Yasser Louati, Céline Bory et Osinras pour continuer à faire et pour terminer ce débrief de cette émission d'hier. Il était chez nous sur France Maghreb 2, Tariq Ramadan qui effectivement a décidé de reprendre la parole après s'être tu durant toute cette période de détention et après d'ailleurs. Alors, parmi les questions que je souhaitais vous souhaitez vous faire réécouter, la question est-ce que vous confirmez que finalement, ce qui vous arrive, vous êtes tombé dans un traquenard. Voici sa réponse, donc hier sur France Maghreb 2. Qu'est-ce que je dis ? Je dis, c'est un traquenard derrière toutes ces femmes, mais c'est pas moi qui le dis, c'est elles qui le disent. Je suis en contact avec, alors vous avez parlé de Soral, deux des plaignantes disent je suis en contact avec Soral. 3 des plaignantes sont en contact avec Caroline Fourest. Je veux dire, 660 coups de téléphone sur 2 ans entre les 2 plaignantes. Ils se parlent de quoi? Et quand elle demande à ce que elle l'identifie dans la salle, de cuisine peut-être, je sais pas. Non, mais dit Caroline Fourest. Je vais dire, attendez. Bon, déjà Caroline Fourest. Ensuite, il y a des Yann Hamel. Bon, je donne les noms de ces personnes-là. Voilà, donc ça c'est sur la partie effectivement oui ou non traquenard. Il y a quand même des gens qui ont effectivement été qui ont été dans le dossier. Et là, je m'adresse encore une fois à Besma. Quand il y a des gens qui sont concernés dans un dossier, normalement, elles doivent être entendues par la police, non ? Alors, elles doivent être. C'est ce que j'allais dire, parce que quand tu dis entendu par la police, ça signifie qu'on est encore sur la période garde à vue et durant la garde à vue, ils n'ont pas vraiment le temps d'entendre toutes les personnes qui sont concernées, d'où l'intérêt justement de mettre un examen et d'ouvrir une instruction. Et durant toute la période d'instruction, oui, normalement, on doit entendre les personnes qui sont concernées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats peuvent faire la demande auprès du juge d'instruction pour que certaines personnes soient entendues. Donc, est-ce que là, ça a été fait par son avocat? Je peux pas répondre à ça, mais je pense que ça a été fait. Et pourquoi elles n'ont pas été entendues, ça reste assez étrange, et ça nous montre une fois de plus que que les droits ne sont pas vraiment respectés comme ils le devraient, en tout cas comme ça vu de l'extérieur. Oui. Alors, autre extrait, on va accueillir un auditeur qui n'est pas intervenu depuis longtemps, Monji, qui a dû écouter évidemment l'intervention de Tariq Ramadan hier. Il a des choses à nous dire certainement, on va l'écouter.
Est-ce que vous êtes une victime? C'est la question que je vais te poser hier, parce que ce mot revient de temps en temps dans sa bouche. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, contrairement à tout ce que disent les journalistes aujourd'hui, je ne me présente pas en victime. Moi, je suis pas une victime. Moi, je suis un citoyen qui va se battre pour son innocence, et je suis un intellectuel qui va se battre pour la liberté citoyenne et le traitement égalitaire. Je suis le contraire d'une victime. Je serais en tout cas pas une victime consentante sur le plan du droit, et je serais un agent intellectuel de la libération et du traitement égalitaire de tous les citoyens dans la loi. Si c'est pas joli ça, hein, quand même. C'est bien dit. C'est bien dit. On l'a dit, c'est un bon orateur. Voilà. Et moi, je vais peut-être le contredire. Moi, pour moi, t'as le droit, mais vas-y. Pour moi, au niveau du traitement judiciaire, il est une victime. Je suis désolée, mais quand on voit que les règles de la détention provisoire sont complètement bafouées, pour moi, il est une victime du mauvais traitement et de la violation des règles de droit qui sont mises. Et s'il s'avère par la suite que il est relaxé ou qu'il n'y ait pas du tout de poursuite, là encore, il pourra être considéré comme étant une victime parce qu'il aura la possibilité de déposer une plainte et je pense qu'avec une absence de poursuite ou une relaxe, elles seront sacrément condamnées. Alors d'ailleurs, il faisait une remarque intéressante, il nous disait il pourrait peut-être ne même pas y avoir de procès, c'est possible ça? Oui, parce que lorsque on arrive à la fin de l'instruction, le juge d'instruction doit conclure sur l'enquête qu'il aura menée durant 1 année, 2 années, 3 années, et il doit déterminer à la fin de son enquête s'il a des éléments qui sont suffisants pour laisser supposer que l'infraction est caractérisée. S'il s'avère que l'infraction n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas d'éléments suffisants, dans ce cas-là, ça ne sera jamais renvoyé devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle un dossier classé sans suite. C'est pas un classement sans suite, mais c'est presque la même chose. J'aimerais rebondir sur une partie de l'interview que tu reprends, quand il dit les victimes se sont parlé. Bah, excuse-moi, quand il y a plusieurs personnes qui accusent la même personne à mort, c'est qu'elle va communiquer entre elles. En quoi est-ce que ça constitue un élément à charge? C'est pas ça qui constitue un élément à charge, ce sont les personnes qui les ont mis en contact. Et elles ont communiqué entre elles avant le dépôt de plainte. Voilà. Donc avant les faits. Non, mais que ce soit avant les faits ou après, est-ce que des victimes, avant de déposer plainte, elles peuvent parler entre elles? C'est comme les victimes de violences domestiques. Si elles ont connu Sauf que là, en l'occurrence, elles disaient qu'elles ne se connaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas. Ça c'est autre chose. Qu'elles se connaissaient pas et qu'après, il s'est avéré, que ce soit avéré qu'elles aient menti, ça c'est encore autre chose. Là, prendre dans l'absolu le fait que des victimes présumées ou réelles aient communiqué entre elles, je ne vois pas en quoi c'est disqualifiant. Oui, mais il disait justement avant que ces personnes-là, elles avaient dit qu'elles ne se connaissaient pas. Tout de ça, on se connaissait pas. Et que durant l'enquête, la brigade criminelle avait pu constater qu'en réalité, il y avait plus de 600 échanges. C'est toute proportion gardée, c'est comme Tariq Ramadan qui disait, il ne s'est rien passé, et puis qui à la fin se met à admettre des relations extra-conjugales, etc. Il s'est dit, changement de tactique. Et voilà, il est passé en mode, sauvons les meubles, ou, comment ça s'appelle, damage control, comment on dit, voilà, contrôle des dommages. D'accord? Donc, changement d'avocat, changement de tactique, Yasser. Oui, mais voilà. non mais encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est qu'ici, si on était tenu à être un universitaire comme un autre, etc., peut-être que les personnes n'y en auraient pas tenu rigueur. Maintenant, ils s'aventurent à défendre la morale et la vertu, à se positionner comme donneur de leçons, forcément, les gens vont le tenir au même standard qu'ils tentent d'imposer aux personnes auxquelles ils parlent. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon orateur. Ça veut dire que il y a un moment, c'est comme si moi demain je me présente comme anticapitaliste chevronné et qu'on découvre qu'il y a Yasser Louati est patron d'une banque qui profite de la dette du tiers-monde. On va mener l'enquête. Oui, mais en même temps, là sur ça, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte, à savoir qu'il est confronté quand même au milieu judiciaire. Qu'une personne, lorsqu'elle est entendue par la police et quand elle est entendue par la justice, la stratégie qui va être mise en place au départ doit être une stratégie, j'ai envie de dire intelligente, dans le sens où, ok, il a une place au niveau de la communauté musulmane et il portait peut-être un message qui était fort, mais en même temps il est face à une juge d'instruction qui a des éléments qui sont censés être à charge contre lui, et il va pas venir, en tout cas surtout au moment où il est placé en garde à vue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas accès au dossier et qu'on ne sait pas ce qu'il y a contre lui. Donc soit on garde le silence, soit on est tout en bloc. Nous, c'est une stratégie qu'on donne à nos clients en leur disant tout de suite de prime abord: tu te tais, tu ne parles pas, tu as le droit au silence, tu ne t'exprimes pas. Ou si on te pose des questions, tu nies tout en bloc. Et c'est une fois. Il aurait pu choisir le silence, il l'a pas fait. Oui, mais il a tout nié en bloc, et c'est une fois qu'en face, parce que c'est en face, on doit apporter les preuves. Et
on est poursuivi par la suite que si le juge d'instruction réussit à apporter des éléments de preuve suffisamment importants et forts pour qu'on puisse le poursuivre. Donc tant qu'il n'y a pas d'éléments en face, il n'a aucun intérêt à reconnaître ou à avouer quoi que ce soit. Le seul intérêt qu'il a au niveau moral, mais pas au niveau judiciaire. Non, mais la stratégie judiciaire, et au niveau judiciaire, il avait plutôt intérêt de nier ou de se taire. Je n'y entre pas. Maintenant, je parle encore une fois, il y a deux choses. Il y a le volet juridique, la stratégie de défense et tous les éléments, etc. Et maintenant, il y a la personne. Maintenant, et si dès le départ, le secret de l'instruction avait été respecté et que les médias ne s'étaient pas mêlés de ça, eh bien, il n'aurait peut-être pas ça, c'est encore une fois, on est dans le domaine du juridique et la stratégie de défense. Maintenant, il y a deux choses. Je vais juste m'arrêter un bullet point, c'est, il n'a pas choisi le silence, il a préféré tout nier en bloc. Ça le regarde. Est-ce qu'il est menti? Est-ce qu'il se moque du monde, etc. Ça le regarde. Maintenant, après s'être aventuré pendant 25 ans, et là je parle au nom des personnes qui n'ont pas voix au chapitre parce que j'ai une petite parole publique et je ne dis pas, je vais pas faire comme les politiques islamophobes, on nous dit continuez, c'est bien ce que vous faites. Je dis seulement qu'à un moment, quand la défense consiste à dire à un public profondément croyant qu'il a placé au-dessus de tout le monde pour des raisons morales, il leur dit oh mais je n'ai rien commis d'illégal, c'est un peu se fiche du monde. Parce que, encore une fois, s'il s'était pas aventuré sur la question religieuse, il n'aurait pas à se justifier par rapport, il pourrait très bien dire, je suis un libertin, je fais ce que je veux de ma vie, etc. Ça ne regarde personne. Oui, j'ai mes défauts, j'ai mes contradictions, mais encore une fois, il y a deux choses qui sont séparées, maître. Je veux vraiment que vous m'entendiez là-dessus. Il y a le volet juridique, il y a la relation de Monsieur Ramadan et les personnes auxquelles il s'adressait et qu'il a prétendu représenter, qu'il l'accepte ou non. Encore une fois, il s'est imposé. Sauf que là, on n'est pas, juste pour reprendre votre phrase, on n'est pas face à une défense qui dit à un public, on est face à une défense qui dit à un juge d'instruction qui est normalement tenu par le secret de l'instruction. C'est ce que son avocat avait dit. Et ce qui n'a pas été respecté. Son avocat avait dit au départ et n'a rien commis d'illégal. La défense qu'il a mise en place concernait le juge d'instruction et absolument pas le public. Et les éléments de langage qu'il tient, je sais parfaitement de ce qu'ils viennent, puisque je les ai entendus il y a plus de 2 ans déjà. Bon, Ossine, ça va, ça se passe bien? Bah, avec moi, elle est pas mal la plaidoirie de Maître Maghrébi ou celle de Yasser Louati? Bah, je sais pas, Céline et moi on discutait, on buvait un café, comme on se sentait pas Céline. Mais on peut peut-être, même si effectivement on peut, je suis assez d'accord avec Maître Maghrébi sur le volet judiciaire, on peut quand même penser qu'un personnage public comme lui, sachant qu'il était attaqué et qu'il avait de nombreux ennemis, a quand même un devoir d'exemplarité par rapport à ce qu'il prenait. C'est la morale qui vous gêne en fait dans cette histoire, si j'ai bien compris. Bah, en fait, moi personnellement, c'est que bon, je vais pas le cacher, je suis pas plus pratiquant qu'un autre, etc. Je suis croyant, je suis ça ne regarde personne. Honnêtement, on est d'un côté, voilà, exactement. Ça ne regarde absolument personne. Maintenant, on a quand même des valeurs religieuses, des valeurs humaines, etc. Et moi, je pense que pour une personnalité comme elle l'est, qu'il l'a été depuis longtemps, le côté moral est autant important que le côté judiciaire. Je pense que même si le secret n'a pas été tenu, on se doit quand même d'une certaine réponse. Si t'es volage, si t'aimes bien les femmes, etc. Je pense qu'il faut tu peux être stratégique si tu veux. Moi, j'aime pas la stratégie. Je trouve que même pour une personnalité religieuse, être stratège, même pour se défendre face à un juge, je trouve ça très grave. Et encore une fois, je suis pas plus pratiquant qu'un autre. À la limite, voilà. Mais juste pour dire que, en gros, tu te dois quand même par rapport à tes convictions, à tes valeurs religieuses, de ne pas mentir, que ce soit le peuple qui est en face de toi, qui t'a suffi pendant des années, ou un juge. Si je suis à la place de Tariq Ramadan, je place vraiment ma confiance en Dieu. Mais si je peux me permettre. Qui a dit qu'il avait menti? Il a été stratège. Qui a dit qu'il avait menti déjà au départ? C'est ce que j'entends parce que ce qu'il faut savoir, non mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'est pas exprimé depuis presque 2 ans. Oui. Il est entendu, il est placé en garde à vue. Il est entendu, il est placé en détention provisoire, il n'a à aucun moment pris la parole. Non mais il a c'est nié, ce qui est sorti. Non, mais attends, il a nié, pardon. C'est une information qui est sortie. Oui. Qui est sortie par les médias. Il l'a confirmé, oui, mais ce n'est pas lui qui, au départ, au moment où cette information est sortie, a décidé de mentir au public. On est face à une personne on est face à une personne qui est isolée avec son avocat, qui est face à une équipe de police judiciaire, à la brigade criminelle, qui ensuite se retrouve face à un juge d'instruction et qui doit mener une défense. Donc, au moment où il est en train d'assurer sa défense, je ne pense pas qu'il a en tête le public qui est derrière lui ou la façon dont il doit se comporter par rapport au public. Je pense qu'il est plutôt dans un état d'esprit, et je suppose dans un état d'esprit où il doit assurer sa défense parce qu'il se retrouve placé en détention provisoire de façon arbitraire parce que les règles ne sont pas respectées. C'est par la suite
C'est par la suite qu'il a dû avoir à s'expliquer par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais le grand public, à la base, je ne pense pas que c'était dans ses préoccupations. Au départ, il est dans une posture où il doit se défendre. Et n'importe lequel d'entre nous, et je vous mets tous au défi, n'importe lequel d'entre nous, lorsqu'il se retrouve placé en garde à vue et devant un juge d'instruction, placé en détention provisoire, sans raison valable parce que les conditions de la détention provisoire sont connues, sincèrement, le premier réflexe que n'importe lequel d'entre nous peut avoir, c'est dire j'ai rien fait. C'est dire j'ai rien fait. Par la suite, une fois qu'on a récupéré ses esprits, qu'on comprend ce qu'il y a dans le dossier, parce qu'au départ on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, et qu'on sait ce qu'il y a dans le dossier, qu'on monte la stratégie avec son avocat et qu'on décide de parler. Oui, mais sauf que et ça, c'est sur 80%. Non, mais ça, c'est excuse-moi, je veux dire, je l'entends parfaitement comme argument de défense et de procès. Il y a aucun problème. Sauf que là, c'est une théorie qui est posée dans un comment dire ça, vacuum, dans un lieu qui est déconnecté de toutes les réalités. Donc dire que son public n'est pas en tête, dans ce cas-là, pourquoi envoyer l'information que il ne s'est rien passé? Mais est-ce que c'est lui qui a envoyé l'information? Qui a envoyé l'information? C'est les médias. C'est là où je dis que en réalité, s'il n'y avait pas eu violation du secret de l'instruction, on n'aurait même pas ce débat. Parce que normalement, ce qui se passe dans le cabinet du juge d'instruction reste dans le cabinet du juge d'instruction. D'accord. Est-ce que Tariq Ramadan a reconnu des relations extra-conjugales, oui ou non? Par la suite. Honnêtement, honnêtement, moi, je m'en fous royalement. Ouais, me concernant, ah oui, mais moi aussi, sincèrement. Et la réponse, sincèrement, elle m'aurait jamais intéressé s'il n'y avait pas la débâcle politique avec des conséquences qui va durer pendant des années. Parce que, encore une fois, je reviens au-delà de la stratégie juridique qui concerne le personnage, Monsieur Ramadan, tout seul. Il y a aussi les conséquences sociales et politiques des luttes qui concernent celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Ça veut dire, bien sûr qu'il y a humiliation d'un homme pour avoir le sacré plaisir d'humilier l'homme arabe dans les commissariats et en le jetant en pâture dans la presse. Ça, c'est pour moi, ça ne fait aucun doute. Qu'on se soit saisi de l'affaire à des fins idéologiques, pour moi, ça ne fait aucun doute. Ni théorie du complot, ni rien du tout. Maintenant, moi, ce que j'observe en tant que personne qui traite de ces questions-là, c'est qu'il a été hautement irresponsable, égoïste et centré sur lui-même, en monopolisant la parole pendant des années, en oubliant de dire ou de penser par lui-même, avec toutes les casseroles que j'ai sur le dos, c'est jamais, excusez-moi du terme, hein, c'est jamais je me fais prendre, qu'est-ce qui va se passer? Ça a été, après moi, le déluge. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aucun enseignement n'a été tiré du fait que les musulmans de France, ou celles et ceux qu'on appelle les musulmans de France, n'ont pas pu faire émerger des intellectuels de tous bords, des personnes qui prennent la parole politiquement, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, nés ici en France ou pas, qui puissent prendre la parole et montrer la pluralité des opinions dans ces communautés. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va répéter encore les mêmes mécanismes parce qu'on va avoir des communautés qui vont se sentir orphelines et qui, mordicus, vont défendre une personne en se disant, puisqu'on l'a attaqué et les personnes qui l'ont attaqué sont des islamophobes, des conservateurs, etc., il va falloir le défendre coûte que coûte. Or, personne ne va retenir la leçon de l'histoire, c'est que ne laissez pas une seule personne monopoliser la parole. Bon, bah c'est bien, je prépare la réponse. Moi, j'ai plutôt envie de dire que s'il y a une leçon qu'on doit retenir de tout ça, c'est que si les droits de la défense avaient été respectés et que le secret de l'instruction avait été respecté, on n'aurait même pas ce débat aujourd'hui. Bon, en tout cas, moi, je prépare la relève. Hein. Qui est candidat pour me remplacer? Moi, j'en ai marre, ça y est. Fatigué. Par contre, Christophe, encore une fois, tu as été courageux d'aller à l'encontre de tout le monde. Et sincèrement, les personnes qui appellent à la censure de Monsieur Ramadan, sincèrement, pour moi, ça ne va pas du tout. Donc, si vous les censurez, ne venez pas vous plaindre si demain on vous censure. Vous appliquez exactement les mêmes procédés que la presse mainstream qui censure des personnes racisées ou des quartiers populaires et qui leur confisque la parole. Il a le droit de s'exprimer autant qu'il le veut parce que pendant 2 ans, et personne ne s'est dit il a le droit de se défendre. Et ça a été le bal des fauchetons, pour citer encore l'UOIF qui a pondu un qui a pondu un communiqué de presse qui était vraiment indigne et qui vraiment la discrédite à jamais. Ça a été jusque-là insupportable. Maintenant, laissez-le s'exprimer, que vous soyez d'accord avec lui ou pas. Oui. Monji de Marseille, salut Monji. Salut Christophe, bonsoir, salut Yasser, salut maître, salut tout le monde. C'est chaud sur ton bateau, mais j'adore ça parce que il y a la contradiction, il y a l'idée, il y a la pensée. Ça va pas vous étonner, moi je vais aller dans le sens de Yasser, simplement parce que moi depuis toujours, et je vous dis clairement que il y a 10 ans en arrière, j'ai assuré la sécurité de Monsieur Ramadan quand il est venu à Marseille, et j'ai jamais été, j'ai toujours été critique jusqu'à quand il est rentré en prison, puis j'ai arrêté de parler de lui sur la méthode. Je
parle pas de la méthode de la lutte contre l'islamophobie, parce que l'islamophobie, ça se combat politiquement, c'est pas religieusement. C'est le religieux, ça va être une armure, mais ça se combat, c'est une idéologie, ça se combat avec des idées, pas avec. Et j'ai toujours critiqué la façon un peu rockstar, un peu évangéliste des conférences de Tariq Ramadan. Passons. Comme il a dit Yasser, il a tout à fait le droit de se défendre en tant qu'homme. Avec les outils de droit que tout à l'heure Maître l'explique très bien. Et bon, le secret d'instruction, je crois que c'est pas dans la première affaire qu'il va être violé, et il va être tout le temps violé, le secret d'instruction. Et je crois qu'il y a que Maître Maghribi qui croit encore à un secret d'instruction en France. Elle a jamais dit qu'elle croyait, Manji, attention, hein. Elle n'a jamais dit qu'elle croyait, simplement elle est en train de décrire une réalité. Oui, et voilà. Le secret d'instruction, c'est le premier truc qu'on viole. Vous le savez tous. Oui, mais il y a des procédés qu'elle défend qui sont censés être appliqués. Maintenant, s'ils ne sont pas appliqués, il faut aussi le dire. Mais c'est pas parce qu'on dit que ça doit se passer comme ça qu'il faut dire que ça n'existe pas. Avant que son avocat il voit les pièces, vous le savez tous. C'est pas la peine de faire un petit peu ce qu'on découvre la Lune. Le problème, c'est non, mais attendez, Monji, moi j'aime pas cette posture, Monji, parce que là vous êtes venu en moralisateur. Moi j'aime pas ça. Parle de ce qui te dérange chez l'homme. Ne parle pas en disant ne découvrez la Lune ou je ne sais quoi. Tu sais, on réfléchit de la même manière. On a accès aux mêmes informations. Donc à un moment, les donneurs de leçons, moi ça commence à me fatiguer. Je te dis honnêtement, Monji. Donneurs de leçons, dès qu'on va pas dans le sens voulu, on est dessus. Il n'y a pas de sens. Ça s'appelle le respect, frère. Je parle pas de Tariq Ramadan, je m'en fous. Il doit se défendre comme il veut. C'est pas mon problème. Et se défendra devant la justice, devant Dieu, ce qu'il fait. Je dis tout simplement que la question de l'islamophobie ne permet l'hégémonie dans la lutte contre l'islamophobie, c'est un poison. Et il faut absolument le dire. Chaque fois qu'on a voulu être, d'une position hégémonique sur cette question, on perdra parce que, comme il a dit tout à l'heure Yasser, après il y a le vide. Quand il y a le vide, c'est. Non, mais sur ça, on t'entend, Monji. Il n'y a pas de problème. Mécanique, je vais pas faire de. Ouais. Voilà. Et oui. Non, mais je dis sur ça, il n'y a pas de problème, on t'entend. Tu as effectivement illustré le propos de Yasser. Voilà. Mais s'il te plaît, Christophe, en quoi j'étais moralisateur? Pour dire que le secret d'instruction non, c'est pas ça. Manji, juste qu'on s'explique. Et tu sais, la base des choses, c'est de s'écouter. Quand tu dis, faut pas découvrir la Lune, ça se passe comme ça se passe comme si. Là, j'ai en face de moi, une avocate qui est quand même capable de nous dire ce qui se passe au quotidien. C'est pas Monji de Marseille qui va nous expliquer comment ça se passe dans la justice, Monji. Arrête. Oui, je sais, vous êtes à Paris, c'est pas le problème. Ça n'a rien à voir, mais arrête tes bêtises, Monji, ça n'a rien à voir. On aime beaucoup, vous savez que je suis une fervente défendrice de Marseille. On aime beaucoup Marseille à France Maghreb 2. Ouais. On est ravis de vous avoir au téléphone à chaque fois que vous nous appelez, c'est un plaisir. Bon, Monji, je te salue, mon ami. Oui, je te salue. Très court, je vais finir parce que j'ai un réunion pour ma fille au collège. Bon, bref, voilà, je finis là-dessus. C'est ça que je voulais absolument insister. Et Yasser, il a très bien expliqué. C'est la question de la lutte contre l'islamophobie. C'est pas une question de personne. Moi, la personne ne m'intéresse pas. Ce qu'il a fait, c'est entre lui et son Dieu. S'il a défendu, s'il défend avec les outils juridiques, il a bien raison de se défendre avec les outils juridiques. Mais il faut qu'il arrête tout simplement de s'exprimer en nom des musulmans, tout simplement. Et lorsqu'on dit que c'est pas ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas grave. C'est pas du tout. Salut mon ami, bonne réunion avec ta fille, hein. Merci beaucoup, allez, au revoir. Salut, ciao. 01 40 33 9000. Bon, juste un peu la pub, j'ai encore un extrait à vous faire écouter, puis on va passer à autre chose. Vous savez qu'on doit traiter du cannabis. Ouais. Ah, dépénalisation, monsieur Yasser Louati. Pour ou contre, on en reparle dans un instant. C'est le sujet de la semaine. Bon, on peut peut-être faire une dégustation. Ah non, pardon, c'est interdit. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Maître Maghribi, avec qui on va parler répression autour du cannabis et autour de la question de la dépénalisation, puisque c'est un véritable phénomène de société. Dans un instant, avec Céline Bory, journaliste, avec Monsieur Osinraz, je rappelle d'ailleurs Osinraz qui est le qui est quoi? Je sais pas qu'est-ce que t'allais dire, qui est quoi? Qui est co-organisateur de l'événement Bibliothèse. Ah, Bibliothèse, exactement, voilà. Ouais. Merci. Rien à voir, oui. Monsieur Yasser Louati, président et fondateur du CJL, Comité Justice et Liberté. Je suis démocrate, moi. Comment? Cofondateur. Cofondateur. Collectif, ouais. là. De Comité Justice et Liberté pour tous. Voilà. Alors, un petit zapping, les gars, avant qu'on parle de cannabis, ça va détendre. Si on prend 100 millions d'Africains,
d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est des Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Je précise et rappelle que pour l'émission de Tariq Ramadan, que vous pouvez la revoir en intégralité, on espère au mieux ce soir sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2, les réseaux Facebook et compagnie. Guettez bien entendu, et on vous propose une rediffusion de l'émission entière demain entre 16h et entre 18h et 20h. Alors, dans ce zapping aujourd'hui, pour commencer, un petit tour par le morning de Bourdin ce matin, chez le confrère de RMC BFM. On a parlé de la Tunisie et des avancées pour les femmes que représente cette élection présidentielle anticipée de dimanche. Nous allons partir pour la Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Vous le savez, il y a des élections présidentielles. C'est important dimanche. Nous sommes jeudi et nous sommes en reportage en Tunisie. Nos envoyés spéciaux qui sont Marie Monnier et Benoît Ballet. Et ce matin, nous allons parler des femmes. Il y a 20 candidats en lice. 2 femmes, je crois. 2 femmes sur les 20 candidats. Les autorités tunisiennes ont mis en place une importante campagne de sensibilisation pour encourager toutes les femmes, toutes les Tunisiennes à aller voter, notamment dans les régions rurales, plus reculées. Reportage, en Tunisie, les femmes se mobilisent. Marie Monnier et Benoît Ballet. Des centaines d'hectares de champs de courges entrecoupés de routes au bitume usé. Au loin, on devine la ville de Kalat al-Andalous. Ibtissem y a grandi, elle y habite toujours avec son mari agriculteur et leurs 3 enfants. Entourée de ses amis de la coopérative agricole, elle se prépare à aller voter pour la première fois de sa vie. Ibtissem a 35 ans. C'est la première fois que je suis inscrite sur une liste électorale. Les équipes en charge des inscriptions m'ont interpellée dans un supermarché. On a pris mon nom, prénom, carte d'identité et on m'a dit qu'il fallait que j'aille voter dimanche. Et maintenant, j'attends le jour du vote avec impatience. En 2014, je ne savais même pas qu'il y avait une élection présidentielle, je l'ai su le jour même. Ici, on habite loin de la ville. C'est aussi pour ça que je n'étais pas au courant. 26 candidats en lice, difficile de faire un choix, mais cette mère de famille souhaite que le prochain président prenne enfin des mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Je veux que mes enfants réussissent leurs études, qu'ils travaillent et qu'ils aient un diplôme, pas comme les jeunes d'aujourd'hui. À une quarantaine de kilomètres de là, Chadlia et sa fille Sana n'auront que 500 mètres à faire à pied pour aller voter. Dans cette famille, la conscience politique se transmet de mère en fille. Chadlia, 70 ans, n'a jamais raté une élection. Moi, j'ai toujours voté. Pour Bourguiba, pour Ben Ali, pour Essebsi. Et cette année encore, j'irai voter. C'est un honneur pour moi en tant que femme. En Tunisie, si une femme veut aller voter, elle peut le faire. Nous sommes libres. Une fierté que partage Sana, 40 ans, professeur d'allemand en recherche d'emploi. C'est une chance qu'au moins 2 femmes soient candidates. Ça veut dire que si moi aussi un jour je veux me présenter, alors je pourrais le faire. En revanche, leur programme, je ne suis pas convaincue. Sana voit déjà au-delà de ce scrutin présidentiel. Elle espère qu'un jour, une femme gouvernera la Tunisie. Inch'Allah, comme on dit en tout cas, c'est dimanche, donc pour les élections présidentielles anticipées, 26 candidats, dont un qui est en prison, Karoui, à qui on a refusé la liberté récemment. Devrait d'ailleurs avoir un nouveau statut demain à ce sujet. C'est quand même très particulier comme situation, très particulière cette situation. Ceci étant, c'est vrai que la Tunisie, quand même, en matière des femmes, c'est un pays qui est quand même comparé aux pays voisins, qui a une large longueur d'avance, non? Absolument. Et oui, ils ont rien à apprendre aux autres. Enfin, je pense pas. Et les Tunisiennes n'ont pas attendu cette élection où Jean-Jacques Bourdin pour prendre part à la vie politique. Absolument. Et moi, j'aimerais bien qu'il revoie sa copie parce que là, on a un exemple magnifique de la manipulation des médias pour nous laisser penser que la femme tunisienne n'est pas impliquée dans la société et n'a pas conscience de la chance qu'elle a de pouvoir aller voter. La femme tunisienne a une place qui est extrêmement importante en Tunisie. Elle a des droits qui sont importants. Elle est émancipée et au niveau de la traduction qui a été faite, j'ai juste envie de préciser qu'à un moment ils ont traduit en disant que la dame aurait dit c'est une chance de voter. Non, elle n'a pas dit c'est une chance. Elle a dit
betbiara, ce qui signifie, mais c'est une évidence que la femme a une place en Tunisie, et c'est une évidence qu'elle respecte son droit de vote, et qu'elle est consciente de la place qu'elle a là-bas. Et en effet, comme tu disais, c'est peut-être l'un des premiers pays du monde arabe qui confère à la femme un statut comme celui qu'elle a en Tunisie. Donc là, moi, je suis un peu choquée et gênée par la traduction qui est faite et par l'objectif de ce petit reportage. J'ai trouvé ça très paternaliste. Et même tu dis à beaucoup de pays arabes, moi je dirais même à la France, en attendant, je pense que les salaires des Tunisiennes n'est pas super en dessous, enfin super, je sais pas comment dire, par rapport aux hommes en fait, contrairement à la France où c'est totalement prouvé dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités. Ouais. Donc Bourdin qui dit ça d'une manière paternaliste, un pays qui a rien à attendre de la France, je pense. Hein, ça, Bourdin il dit rien, ce sont les journalistes. Enfin les journalistes en général ou la présentation qui a été faite par Bourdin aussi. Hein. Parce que là on peut en parler. Yasser, on est d'accord là-dessus, tu partages l'avis de Maître Maghrebi, là on est d'accord. Absolument. Et je pense qu'elle a fait de la question. Déjà le paternalisme de Jean-Jacques Bourdin. Là, on a vraiment eu l'impression qu'il partait en safari dans un pays. On va aller découvrir ces indigènes. Voilà. Non, mais c'est encore. Elle se réveille. Elle se rend compte qu'elle a un droit de vote. C'est encore le complexe du sauveur blanc. Alors, moi, dans ce cas-là, si vraiment Monsieur Bourdin veut aider les Tunisiennes, qu'il donne la parole aux chercheurs tunisiennes qui sont en France, aux personnes qui sont dans le monde associatif, à des avocates qui sont ici même actives en France. C'est pas, on parle des Tunisiennes que pour encore une fois dire, ah, vous avez vu, ces femmes tunisiennes qui se libèrent de la houlette de l'homme arabe dominant et persécuteur. Non, faut arrêter, il y a un moment. La femme tunisienne a toujours été active et a toujours été en première ligne. Il fallait voir déjà les photos. Moi, il y a une image vraiment qui, quand j'étais encore au Moyen-Orient, quand c'est arrivé, on est la nuit du départ de Ben Ali. On a ce Tunisien qui crie Ben Ali Harab, Ben Ali Harab, et Ben Ali s'est enfui sur l'avenue Bourguiba, et on a un tonnerre de you-you des femmes qui n'ont pas eu peur de dire, bien sûr qu'il est parti, on est libre. Donc excusez-moi, il y a un moment, faut savoir dire, nous prenons notre responsabilité d'invisibiliser la parole des Tunisiennes quand elles sont actives, d'ailleurs des femmes arabes et des femmes musulmanes, mais quand ça nous arrange, on met en avant des portraits comme si on les mettait en avant. Bon. Monsieur Bourdin, on lui rappellera plus de Tunisiennes. Voilà, et on lui rappellera que la femme tunisienne est libre, elle est indépendante, elle est autonome et elle est émancipée. Oh là, vous ressemblez à des Algériens, vous êtes des nationalistes aussi, vous. Christophe, il y a Céline aussi avec nous. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que la dernière femme qui a été interviewée de 74 ans va complètement enfin, c'est paradoxal, elle prouve complètement le contraire aux journalistes puisqu'elle leur dit qu'elle vote depuis Bourguiba et qu'elle a toujours voté. Donc ça va complètement dans le sens inverse de l'idée qu'ils essayent de nous donner. Ah, bien sûr. Quant aux traductions bancales, ça me rappelle. J'ai un petit cadeau pour vous, aux supporters marseillais. Je suis allé faire un petit tour sur l'émission de Pascal Pro. J'aime bien la transition Tunisie-Marseille. De Pascal Pro sur CNews. Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal, mais je suis quand même resté. Ça fait un effort. Et là, on s'aperçoit, ça à propos des mots qu'on peut entendre dans les stades, apparemment à Marseille, franchement, vous êtes champion du monde de l'insulte dans les matchs. Alors là, franchement, chapeau, écoutez. Ces mots qu'on pouvait écouter il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans dans un stade, ces mots aujourd'hui, on ne peut plus les entendre. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement, René Malville? Je vais me battre, péter, enculé, oui, s'enculer, ta femme est là, devant nous, à nous, et le bout, va niquer ta mère, va niquer tes morts, va t'enculer ou ce connard. Merci René, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir. Bravo, et vous supportez ça vous? Non mais tout de suite, écoute Christophe, je t'invite à aller au Parc des Princes, regarder un match PSG-OM et tu verras quel est le clan qui prononce le plus d'injures. Ouais, jamais. Bien évidemment. Tiens, on a demandé au président. Je propose un boycott de l'émission tout de suite. Qui me suit? Ah ouais. Alors tiens, ça tombe bien que tu dis ça. Tu vois, là je suis en train de donner quand même. Coupez-lui le micro s'il vous plaît. Non, je suis en train de prouver à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent nous faire des procès d'attention, ils en ont le droit, que dans cette émission, la liberté est quand même totale. Ouais, vous avez vu ça quand on soutient l'OM, on est blacklisté et tu te moques de nous. Je suis désolé. Wati, est-ce que non mais on se vengera, il n'y a pas de souci au prochain match du PSG. Dans quelle radio vous avez vu qu'on invite un personnage controversé, clivant pour certains, et que le lendemain on puisse débriefer avec une totale liberté? C'est sur France Maghreb 2, pardon. Voilà, et j'ai jamais demandé à Yasser Louati ou à Houssine Ras ou à Céline ou à Besma Maghrebi, maître Maghrebi, ce qu'ils allaient nous dire. C'est vraiment, voilà, vous avez la liberté. Tu m'as appelé, tu m'as dit Yasser. Pour le coup, c'est voici les éléments de langage. Tiens, est-ce que le président Macron pourrait prononcer des insultes à 5 minutes d'un match qu'il est en train de perdre?
Je sais pas si vous êtes supporter de foot, moi je sais en tout cas comment j'organiserai les choses, je ferai des insultes à 5 minutes de la fin d'un match que je suis en train de perdre. Bon. Donc il faut être intraitable sur le fond. Et ben voilà, mais je ne me cache pas, c'est un supporter de Marseille, c'est normal, voilà. Ça vole pas haut. Ah non mais là, non mais là Christophe c'est pas possible. Hein. Bah écoutez, ce sont des faits ma chère maître Magritte, vous connaissez, les faits sont là tu es en train de travestir les faits, excuse-moi. Bon, allez on va passer à un sujet très sérieux. Ah ça va intéresser du monde, c'est le sujet de la semaine évidemment, c'est le sujet du cannabis. Un phénomène de société. Non. Si. Ah si, pas pour toi, pas pour moi non plus, enfin plus pour moi. J'en fais partie, ça me concerne pas. Pour ou contre la dépénalisation de ce produit, de ce stupéfiant. Pour ou contre la légalisation. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui d'évoquer, et c'est avec Maître Maghribi qu'on va le faire, le volet répressif. Parce que apparemment on serait champion dans le domaine. On est l'un des pays les plus répressifs dans le domaine concernant donc le cannabis, maître. Est-ce exact ? Alors oui, je te confirme qu'on est l'un des pays qui sanctionne et qui réprime le plus. La politique qui est mise en place, en tout cas surtout en Île-de-France, c'est répression plus que prévention. On a des règles de droit qui sont extrêmement dures. Et je peux vous confirmer qu'elles sont bien appliquées parce que même le petit trafiquant de stupes, ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, parce qu'on a les petits trafiquants de stupes et on a aussi les gros trafiquants de stupes. Bah le petit trafiquant de stupes, au lieu de l'aider à se réinsérer et à décrocher, il va encourir des sanctions qui sont extrêmement lourdes. Ah oui. Alors je pense que tu souhaites que je te donne un petit peu quelques petits articles du code pénal. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est réprimé, c'est aux articles 222-36 et suivants du code pénal. Mais quand tu parles de cannabis, ce qu'il faut expliquer, c'est que le cannabis, c'est une substance qui est qualifiée de stupéfiant et que ce sont les stupéfiants qui sont prévus par le code pénal et on réprime de façon très large. Donc je vais te dire exactement ce qu'on réprime. On réprime le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants. Donc ça touche vraiment un domaine qui est extrêmement large et là où on a une confusion et je pense que c'est important d'apporter une petite précision, c'est que il y a une distinction qui va être faite entre le délit pénal d'usage de stupéfiants et donc de cannabis vu qu'on est sur le cannabis aujourd'hui et le délit pénal de cession, possession, emploi, acquisition de produits stupéfiants. Et là, sur ce point-là, lorsque on est face à l'usage de stupéfiants, les règles sont assez souples parce que là, on a la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'est prononcée le 14 mars 2017 pour nous dire, enfin en tout cas pour nous rappeler, et je vais citer cet arrêt qui est extrêmement important, qui nous précise que la détention exclusivement destinée à la consommation personnel du prévenu ne peut tomber sous le coup de la qualification d'usage illicite de produits stupéfiants et donc, très généralement, cette personne-là ne sera pas poursuivie. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut avoir fumé un bon joint pour comprendre ce que vous venez de dire. Ça signifie que lorsque on est en possession, sans faire de promotion évidemment. Parce que la détention de cannabis est illégale, mais lorsqu'on a en sa possession du cannabis dans le but de fumer, ou de le consommer, eh bien là, on nous dit que ce n'est pas un usage illicite. Et donc, on ne sera pas poursuivi. Alors que lorsqu'on a en sa... Alors, oui. Et alors que lorsqu'on a en sa possession du cannabis dans le but de faire du trafic, ça c'est réprimé et là, la France est intransigeante. Et c'est sur ce point-là que les sanctions sont extrêmement lourdes et qu'on est les champions d'Europe. C'est hypocrite un peu, non? C'est extrêmement hypocrite, oui. Ça, je suis entièrement... C'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire que personne n'a jamais été condamné ou a eu des problèmes parce qu'un consommateur, un non-vendeur, parce qu'il détenait du cannabis sur lui. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire? Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas illicite de détenir du cannabis sur soi pour sa propre consommation. Voilà, c'est ça. C'est que lorsqu'on a, et après tout va dépendre, tout va, bien évidemment. Beaucoup de problèmes. Alors non, parce que lorsqu'on affirme une chose, il faut la prouver.
Quand on est devant un juge, quand on dit quelque chose, on le prouve. Donc quand on est devant un juge et qu'on lui dit moi je suis désolé mais le cannabis que vous avez trouvé sur moi c'était uniquement pour mon usage personnel, il faut le prouver. Quand la personne passe devant le tribunal correctionnel et souvent en comparution immédiate parce qu'il s'est fait arrêter avec 1 kilo de cannabis dans son coffre, ça m'étonnerait que ce soit pour son usage personnel. Par contre, lorsqu'il va avoir 2-3 grammes ou peut-être un peu plus et qu'il est avec des copains et qu'il dit voilà, moi je sors d'une soirée et qu'il est positif, et c'est souvent lorsqu'il va être positif qu'on considère que c'est pour son usage personnel. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui essayent de se cacher derrière la consommation pour ne pas être poursuivie, pour ne pas être condamnée. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement lorsque la personne va être arrêtée, qu'elle va être placée en garde à vue, elle va subir un examen. Il va y avoir l'examen salivaire et l'examen urinaire. Et avec cet examen, on sait si la personne est positive ou si elle est négative. Donc celui qui va être négatif aux stupéfiants, enfin en tout cas au cannabis, je vois pas comment il va pouvoir soutenir devant le juge, excusez-moi, mais c'était pour ma conso personnelle, même si je suis négatif, sachant, et celui qui est positif et qui a une petite quantité de cannabis sur lui, généralement on arrive à le faire. C'est pas vrai dans les faits réels. Ah non, si. C'est quoi la petite quantité? Est-ce qu'on peut dire à partir de 20 grammes? C'est en termes de grammes, oui, c'est en termes de grammage. Les gens, quand ils vont acheter 20 grammes, ils vont acheter 50 grammes, donc. Mais tout dépend. En fait, tout dépend. Là aussi, on va peut-être me dire que c'est un peu hypocrite, mais tout dépend de l'histoire qu'on va raconter au juge, parce que le juge, lui, il est tenu pas par la vérité, mais par la vérité qu'on lui présente. Donc si la personne se fait arrêter avec 10 personnes qui ont un grammage qui est important et qui dit l'exemple que je prenais tout à l'heure, j'étais en soirée, j'ai été acheté pour mes copains et moi, et quand on commence à diviser par rapport au nombre de personnes qui sont présentes, on arrive à peu près à 3-4 grammes par personne. Son histoire, elle tient la route. Maintenant, s'il est tout seul, bien évidemment, ça tiendra pas la route, et généralement, ils vont rentrer en voie de condamnation. Et très souvent, c'est d'ailleurs dans ce domaine-là où les mandats de dépôt sont prononcés en audience et les personnes font de la détention ou sont incarcérées immédiatement, alors que pour d'autres infractions, elles pourraient bénéficier de la clémence du tribunal. Aussi, dans quoi t'es pas d'accord? En fait, dans les faits réels, ça se passe pas du tout comme ça. Je crois tout à fait. D'ailleurs, j'apprends quelque chose et c'est bien de l'apprendre aussi pour pouvoir transmettre l'information aussi. Dans les faits réels, dans les quartiers, ça fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas fonctionné comme ça depuis des années. La détention de cannabis, même d'un joint, ne serait-ce que d'un joint trouvé dans un hall qui n'est pas sur la personne, même si c'est à elle, forcément, il ira en garde à vue. Il aura des choses derrière. Il y a une différence entre faire de la garde à vue et être condamné par le tribunal. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai rappelé immédiatement, mais c'est la raison aussi pour laquelle j'ai rappelé qu'il y avait en 2017 un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui est venu rappeler ce qu'était la détention et dans quel cas on rentre en voie de condamnation, parce que justement, que ce soit les officiers de police ou que ce soit les présidents de tribunaux correctionnels ou que ce soit même en cour d'appel, eh bien ils ne l'appliquent pas, et donc la Cour de cassation a eu à se prononcer sur ça, mais lorsque la Cour de cassation se prononce, généralement après on applique. Bien sûr. Depuis mars 2017, les tribunaux. Si c'est pas illicite, on n'a pas en arrivé jusque là. En vérité, même une garde à vue. Tout dépend des éléments de preuve. C'est pas illicite. Tout est une question de preuve. Oui, mais tout à l'heure, comme on disait de l'affaire Tariq Ramadan, c'est à la justice de prouver votre. Le parallèle. Là encore, vous avez pris l'exemple du petit fumeur de cannabis dans sa cité. Ce qu'il faut savoir aussi, et là sans porter aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit, très souvent, en tout cas moi, ce que je peux constater, c'est que souvent c'est des personnes qui ont des antécédents judiciaires, ils ont des casiers qui sont extrêmement lourds. Quand ils se retrouvent en garde à vue, en tout cas quand ils passent devant le juge correctionnel, ce n'est pas la première fois, parce que lorsqu'on passe pour la première fois devant le juge correctionnel, on est ce qu'on appelle un primo-délinquant. Et c'est rare qu'on ait un mandat de dépôt lorsqu'on est un primo-délinquant, et c'est rare même qu'on ait une condamnation à de la prison ferme. On a souvent un sursis. Sauf que lorsqu'on se présente une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, il y a un moment, le jour où on se fait arrêter avec un joint, on commence à se poser des questions, surtout lorsque il est accompagné d'un téléphone et qu'il est aussi accompagné de beaucoup d'espèces et qu'il est accompagné de 2-3 personnes à côté qui vont attester que oui, il lui a proposé de pouvoir peut-être partager son joint.
Voilà. Après, il y a des éléments il y a ce qu'on appelle le faisceau d'indices qui laisse supposer que il est plus dans le trafic que la consommation. Encore une fois, c'est les suppositions de la personne qui est en face qui comptent en fait. Mais qui dépendent aussi de l'historique de la personne. Je comprends, c'est pas toujours le cas non plus. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, ils sont mal défendus. Mais dans ce cas-là, ils sont mal défendus. Alors, mais pour aller plus loin, non, mais ils vont pas jusqu'à on va pas, là, je vais pas jusqu'à le mandat de dépôt, etc. Je parle justement le fait d'aller plus loin que le contrôle par la police. Oui, de se retrouver en garde à vue, voilà. Alors, à la base, pour moi, personnellement, c'est de la perte d'argent pour tout le système administratif et judiciaire en France. C'est beaucoup de dépenses d'argent, etc. De temps perdu pour des policiers et plein d'affaires parce qu'ils vont faire quand même un rapport qui sera quand même envoyé au procureur, sachant que ce n'est pas illicite, mais qu'on garde quand même 48 heures un petit jeune. Et juste pour revenir sur les mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est victime d'une garde à vue abusive, il y a aussi des voies de recours qui existent pour obtenir réparation, mais trop souvent, ce genre de personnes considèrent que la justice n'est pas applicable à tout le monde, qu'on a une justice à deux vitesses, et ils ne feront pas valoir leurs droits. Exactement. Alors que si ils prennent conscience qu'ils peuvent être défendus, qu'ils ont des droits, eh ben croyez-moi, peut-être que des gardes à vue arbitraires, il y en aurait moins. Je pense que le premier exemple suivra, parce que le seul exemple qu'on a, tous ceux qui s'attaquent à la justice, il faudrait déjà attaquer. Parce que moi, par exemple, quand j'ai des clients et que j'arrive à faire lever leur garde à vue et que je leur dis venez, on attaque, ils ne veulent pas. Il n'y a aucune suite. On a des avocats. Je parle pas de vous ni de votre affaire. Et là, vous prêchez un convaincu. Moi, pour ma part, dans la réalité des cas et dans les quartiers, ce qu'on voit, c'est pas du tout ça. C'est bien beau et c'est plaisant ce qu'on entend. Ça aurait été bien beau que tout le monde le sache et qu'ils puissent se défendre. Il y a beaucoup de choses qui, moi je trouve que c'est une perte d'argent, une perte de temps pour la police. Si on sait qu'aujourd'hui une consommation de cannabis faible en tant que consommateur n'est pas illicite et n'est pas condamnable, pourquoi on va jusqu'à une garde à vue? Mais comment avoir la preuve? Un rapport qui est envoyé au procureur, etc. Alors, juste, comment est-ce qu'on peut prouver qu'une personne qui est en possession de cannabis sur elle, d'un joint ou deux, comment est-ce qu'on peut avoir la preuve qu'elle est consommatrice? Parce qu'un joint ou deux, ça se vend pas. Bien sûr que ça se vend. Non, ça se vend pas. Bien sûr que ça se vend. Combien, à qui? Où? Bah bien sûr que ça se vend. Après, je suis pas là pour polémiquer sur ça. Mais il y a que la garde à vue qui va permettre de pouvoir pratiquer l'examen urinaire et l'examen salivaire pour pouvoir savoir si la personne est consommatrice ou pas. Et très souvent, on a des gardes à vue qui sont levées lorsqu'on se rend compte à l'examen urinaire qu'il est consommateur. Oui, peut-être. Je sais pas, j'ai pas vu ça, mais bon, peut-être. Ah, mais très souvent. Et souvent, on n'a pas d'autre choix que de placer la personne en garde à vue. Encore une fois, je contredis pas ce que vous dites. Au contraire, c'est plaisant pour les jeunes, pour tous ceux qui consomment, etc. Quand on est en garde à vue pour possession de cannabis, personnellement, je n'ai jamais vu de test salivaire et sanguin. On le fait pour conduite. Ah non, c'est systématique. Alors nous, non, c'est systématique. Personnellement, je vous le dis. Ah non, c'est systématique. Normalement. On peut avoir des auditeurs qui appellent et qui confirment. Parce que si tu n'es pas au volant d'un véhicule. Et dans ce cas-là, c'est ce que je dis. Si les règles ne sont pas respectées, on demande la copie du dossier pénal et on attaque. Parce que si l'examen n'est pas pratiqué, si on n'a pas l'examen urinaire qui est pratiqué ou l'examen salivaire qui est pratiqué durant la garde à vue, au moment où la garde à vue est levée, on demande au procureur la copie du dossier parce que c'est le seul moment où on peut en avoir une copie et dans ce cas-là, on attaque. Mais est-ce qu'ils vont jusque-là? Non, mais ça sert à rien d'aller jusque-là. Je conseillerais même pas d'aller jusque-là. Mais pourquoi? Mais parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Perte de temps aussi pour nous, des années qui vont. Voilà, mais c'est ce que j'entends trop souvent. Pour un non-lieu et pour rien du tout. Il n'y a jamais personne qui a gagné contre la police. Quand la règle de droit n'est pas, lorsque la règle de droit n'est pas respectée, s'il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir son droit, on le fait. Et c'est pour ça que je reprenais l'exemple de la chambre criminelle de la Cour de cassation, parce qu'elle s'est prononcée justement sur ça, et que si tout le monde avait pensé comme ça, on n'aurait même pas un arrêt de la Cour de cassation. Donc, on a des outils qui sont là pour faire valoir nos droits, il faut les utiliser. Il faut pas être fataliste. Alors, j'aimerais juste entendre dire ce sujet-là, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Dans les écrits, c'est ça, peut-être dans les faits réels. Après, c'est vrai que c'est pas aussi facile, mais il faut. On apprend quelque chose là aujourd'hui. On apprend vraiment quelque chose. Bon, Céline, t'as appris quelque chose? Bon, elle est là pour ça. J'ai appris quelque chose parce que je suis assez étonnée par cet arrêt de la Cour de cassation qui date en plus de 2017, donc ça fait 2 ans. Mais tout est fait pour que vous ne le connaissiez pas. Tout à fait, et c'est bien le problème. Heureusement, France Maghreb 2 est là et Maître Maghrebi. Je suis assez d'accord avec Ossine dans les faits et dans la réalité. Même si tu te fais attraper avec un joint ou peu en termes de grammage, tu finis souvent au poste ou c'est un moyen pour les policiers de te mettre la pression pour remonter le réseau. Enfin voilà, ça se passe jamais aussi bien ou très rarement. Monsieur Loiti. Aussi bien. Alors moi, c'est que la question juridique a été soulignée. Après, bien sûr, il y a toujours la règle juridique et les réalités que certains peuvent dresser contre elle en disant il y a des manquements, des incohérences, voire pas du tout justice. Par contre, moi, la question que je pose, c'est on dit que maintenant il y a pénalisation et répression. Est-ce que la répression fonctionne?
Donc Ouais. la question est posée. Deuxièmement, est-ce que le fait que des personnes qui ont dit ou qui se disent consommatrices et qui légalement, selon Maître Maghribi, je leur remercie, ont le droit de consommer, est-ce que ces personnes-là, leurs droits sont en fait bafoués pour en arriver encore une fois à la politique du chiffre? Et s'il y a politique du chiffre, on sait très bien à qui ça s'applique. On va pas s'appliquer à des populations qui ont les moyens pour déléguer leur défense et bien sûr faire valoir leurs droits. J'ai pas la réponse. Je pose seulement la question en disant, est-ce que la répression fonctionne? Pour moi, elle fonctionne pas. 30 secondes, Besma, la répression fonctionne ou pas? Elle fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça que je disais justement qu'on a des règles qui sont lourdes. Elles sont lourdes, mais qu'on était plus dans la répression que dans la prévention. Par rapport à ça, il faudrait plutôt mettre les moyens pour prévenir plutôt que de réprimer, parce qu'on sait très bien qu'ils se font arrêter parce qu'ils sont en possession de cannabis et ils deviennent vraiment consommateurs lorsqu'ils sont en prison. Voilà. Bon, eh bien, on continuera demain avec une addictologue qui sera avec nous. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, il y a le temps, hein, mon vieux. Mais on a appris des choses. Faut quand même c'est ça rappeler, je l'essentiel. crois qu'on est les plus grands consommateurs d'Europe. Ah oui. Avec des lois qui sont les plus répressives. Moi, je voulais dire. Non, et puis on a aussi des règles qui dérogent au droit commun. Non, mais c'est, je pourrais vous expliquer Aussi, après si vous j'ai voulez, la mais pub. c'est. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Tentative de corruption dans le LGF aujourd'hui, je tiens à le dire en direct. Maître Maghribi ici présent, Tosin Ras, Céline Bory et Yasser Louati. Tentative de corruption parce que on veut empêcher la tenue du quiz. Mais boycott. Mais évidemment parce que il y a quand même des éléments très importants. Puis il n'y a pas eu réponse à la question principale que l'on se pose tout au long de la semaine, à savoir est-ce que vous êtes pour ou contre la dépénalisation du cannabis, la légalisation. Et aussi, je crois que tu avais une question d'ailleurs très intéressante là-dessus. Oui, bah justement la différence entre les deux, les vraies définitions de la dépénalisation et légalisation. la légalisation. Ah bah c'est deux choses différentes. La dépénalisation, c'est soustraire, c'est-à-dire que c'est un acte qui fait l'objet d'une sanction pénale et on le soustrait de la sanction pénale, alors que la légalisation, c'est une action de rendre légal. Avec la vente. Et là, en clair, en parlant de dépénalisation, ça rapporterait par exemple 2 milliards d'euros à l'État français. C'est plutôt la légalisation. Ou la légalisation, oui, tu as raison. Oui. La légalisation permettrait de rapporter 2 milliards d'euros, oui, à l'État français. Grâce aux ventes. Grâce aux ventes. Exactement. Ouais, parce qu'on a un produit en plus qui est de qualité, parce qu'il faut aussi dire, Céline, Yasser et Besma, c'est que vous qui êtes arabe, vous qui êtes maghrébin, vous consommez évidemment, tout le monde le sait. Mais non, mais il y a des produits quand même qui sont de très mauvaise qualité. Non mais Christophe, tu rigoles là quand tu dis on consomme et tout. On a tous consommé, arrêtez. C'est pas moi. Non. Vous avez connu des gens qui ont consommé. Ouais, j'en ai connu. Mais ah bah moi j'en défends, donc voilà. bien évidemment. Mais jamais bu d'alcool, jamais consommé de cannabis. T'as jamais consommé de cannabis. Alors on n'est pas là pour parler de mon cas personnel. Oui. D'autant que je tiens à préciser que quand même, faut faire très attention, parce qu'en matière de stupéfiants, les délais de prescription sont très longs. En règle générale, sur un délit, c'est 6 ans, mais là, c'est 30 ans. Donc, faites attention à ce que vous dites, parce qu'on est sur 30 ans là. Ah oui. Et la détention donc de quelqu'un. Faut pas avouer maintenant. La détention. Vous êtes trop jeune. La détention pour de produits stupéfiants, c'est 96 heures. Comment? La détention pour du produit stupéfiant, c'est 96 heures. Ah non, c'est pas la détention, c'est la garde à vue. La garde à vue, oui. Pardon. Oui, la garde à vue en règle générale, c'est 24 heures, qui peut être encore prolongée d'une durée de 24 heures, donc 48 heures. Ça, c'est le droit commun. Oui. Mais en matière de stupéfiants, on peut aller jusqu'à 96 heures. Sachant que la présence de l'avocat peut être différée pendant 72 heures. C'est-à-dire que la personne qui est placée en garde à vue peut être sans avocat durant 72 heures et c'est à compter de la 72e heure qu'on peut intervenir. Pour ou contre la dépénalisation, Maître Maghribi? Moi, je suis pour l'encadrement. Et la légalisation? Pour la légalisation, je suis pour la légalisation en matière thérapeutique. D'accord. Non, mais c'est très clair. Céline Bory, pour ou contre la dépénalisation du cannabis? Je suis. Et là, je parle bien uniquement que du cannabis. Je suis pour la légalisation du cannabis, mais encadré aussi, notamment pour les mineurs et pour les plus jeunes. Et après, il y a tout l'aspect thérapeutique dont vient de parler Maître Maghribi qui est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont accès à des médicaments qui sont autrement plus dangereux et nocifs que le cannabis. Je pense notamment aux personnes qui sont sous traitement morphine etc. Et qui ont des pathologies particulières et qui sont obligés de se soigner au cannabis et qui ont notamment des recommandations de leur médecin en off qui leur dit allez-y fumer parce qu'il y a de toute façon que ça qui vous soulagera. Et justement sur ça, je pense que c'est important de préciser qu'il y a une équipe de 13 experts qui viennent d'accepter en fait l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France auprès de l'ANSM. Enfin, la ANSM vient de donner son accord et que ça va, normalement, ça démarre en 2020.
Parce que là, il faut d'abord qu'on modifie les règles du Code de la santé publique pour pouvoir mettre ça en place. Et l'expérimentation, justement, va toucher les personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'impasse thérapeutique. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'un traitement médicamenteux qui va pouvoir permettre de prendre en charge la douleur ou de les soulager. Ça va être souvent lorsqu'on est face à des épilepsies qui sont résistantes à tout traitement, pour la sclérose en plaques qui est très avancée, pour les effets secondaires de la chimiothérapie. Bref, il y a plusieurs pathologies qui font qu'on va mettre en place cette expérimentation. Après, il faut faire très attention. Et ça, c'est une précision que je fais parce qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'en fait le médecin va prescrire un joint sur son ordonnance. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Hein. Ça va être. Il va y avoir du monde celui-là. Ça va être une prescription du cannabis sous forme qui va être inhalée ou qui va être avalée, mais pas du tout fumée. Aussi une race pour ou contre la dépénalisation? Pour à fond. Ouais, la légalisation. Pour la légalisation, exact, ouais. Malgré que la qualité va baisser, faut dire les choses comme elles sont. Plutôt s'améliorer. Non, s'améliorer aussi. Non, je pense pas. Ah oui? Peut-être pas. Peut-être qu'ils fumeront moins de saleté dedans, et la qualité en elle-même d'un fumeur, je pense que ça va baisser par rapport au taux de THC et plein de choses qui convenaient très bien aux fumeurs, je pense. Après, tu pourras faire des ateliers permaculture. Voilà, si tu veux faire de la permaculture, etc. Ou couture aussi. Couture, exact. Attends, j'ai pas terminé. Oui, pardon. Pourquoi je suis pour? Parce que pour l'instant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Moi, je trouve qu'il y a d'autres personnes, c'est un peu la drogue du pauvre aussi, le cannabis. Il y a d'autres personnes qui consomment d'autres drogues. À qui on ne prend pas la tête forcément, on le voit, il y a de l'héroïne qui existe, la cocaïne qui existe, il y a beaucoup de choses, il y a des extas, et il y a des produits qui sont totalement légaux. Faut savoir que, comme des rappeurs américains l'année dernière, ils faisaient la pub de ça, mélanger des produits codéinés à une bouteille de Sprite, c'est une drogue qui est très forte. Pourtant, c'est de la codéine qui est trouvable en pharmacie, c'est du Sprite qui est trouvable en magasin. Et la nouvelle drogue à la mode en ce moment et qui fait des ravages dans les quartiers, moi, je trouve... c'est quoi? Vraiment, c'est des petites bouteilles de gaz hilarant qui sont vendues. En fait, c'est des petites bouteilles de gaz qu'on met dans les bouteilles de crème chantilly qu'on fait nous-mêmes, vous voyez. D'accord. Je sais plus comment on appelle ces bouteilles de crème chantilly. Le siphon, exactement. Ces bouteilles-là, elles sont vendues en magasin, donc accessibles à tout le monde. Ça peut être intéressant. Juste une petite précision, c'est que la codéine est quand même classée. Et elle est classée, on peut pas l'acquérir comme ça de façon aussi facile, et c'est soumis à prescription médicale. Voilà, donc tout le monde ne peut pas aller à la pharmacie et demander un médicament à base de codéine. Il faut une prescription médicale. Avec un simple mal de dents et on a de la codéine. Oui, mais après il y a beaucoup d'autres médicaments qu'on peut avoir et qui peuvent être détournés de leur usage principal. Voilà, ça va dans Stop, on est très en retard. J'aurais même pas le temps de poser la question à Yasser Louati. Désolé, mon Yasser. Si vous voyez vos enfants avec des ballons dans la bouche, faites attention, ils sont pas en train de préparer un anniversaire. Voilà, très intéressant. Voilà, non mais on est quand même d'une émission d'utilité publique, messieurs dames. Quand même. Bon, merci à tous en tout cas, Maître Maghrebi, merci beaucoup. Céline Bory, merci. Oui, c'est fini, il est 18h02 là. Yasser, il est pour aussi, donc ça va. Yasser, il a rien dit, arrête. Tu déformes ses propos, attention. C'est pénalement répressif ça. Bonne soirée à tous, merci à tous les quatre. Et je parle en présence de son avocat. À demain, 18h02. Le rappel de l'actualité sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir, plus d'écoute et de dialogue, c'est ce que promet le chef du gouvernement pour la réforme des retraites. Édouard Philippe a annoncé notamment ce matin une concertation dès la semaine prochaine avec les partenaires sociaux, annonce faite à la veille du coup d'envoi d'une série de manifestations de protestation. La mobilisation des agents de la RATP pour la défense de leur régime spécial va entraîner, on le sait, de très fortes perturbations du trafic dans la capitale. L'ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle, François Fillon, sera jugé l'an prochain dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié son épouse Pénélope du 24 février au 11 mars 2020. Les dates ont été définitivement fixées pour le procès au tribunal correctionnel de Paris. Le président de la République En Marche de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, avec le soutien d'Emmanuel Macron, entend bien rester au perchoir au Palais Bourbon malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. Sa compagne est depuis ce matin entendue à son tour par les juges à Lille en charge du dossier. L'Union européenne a décidé de prolonger de 6 ans les sanctions à l'encontre de responsables russes et ukrainiens pour leur implication présumée dans la guerre du Donbass. Le gel des avoirs et l'interdiction de voyager touchent quelques 170 personnes et 44 entreprises, organisations et partis politiques. Le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky fait savoir ce soir, lui, de son côté, qu'une nouvelle feuille de route pour un accord de paix est en cours d'élaboration et appelle à une discussion sur ce texte quand il sera prêt lors de la prochaine réunion avec la participation de Kiev, de Moscou, de Paris et de Berlin, réunion qui pourrait, selon la France, se tenir
d'ici la fin du mois. La jeunesse de NTM sur Arte. Le responsable de la fiction de la chaîne annonce la diffusion prochaine, sans donner de date, d'une série de 6 épisodes de 52 minutes appelée Le Monde de Demain. Elle portera sur les débuts de Joe Star et de Cool Chain en 1978 jusqu'à leur premier zénith en 1992. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.